Alors donc ce soir on va parler du Front populaire et on va commencer par faire une première partie que je vais présenter pour montrer la différence de contexte entre le Front populaire de 1936 et le nouveau Front populaire qui a été créé en juin 2024. Alors quand on parle du Front populaire, quand on évoque le Front populaire, je crois que pour beaucoup de gens qui connaissent un petit peu quand même l'histoire, il y a des images qui viennent tout de suite. Première image, alors j'en ai choisi trois exemples. Premier type d'image, c'est Léon Blum et son gouvernement, dans la mesure où c'est le premier président du Conseil socialiste et il a marqué évidemment cette période. Deuxième image possible, au lieu de s'intéresser au gouvernement, on peut s'intéresser aux mouvements sociaux. Et là, l'image qui vient plus tôt, c'est l'image des grèves avec l'occupation, puisque les grèves qui se sont déroulées au mois de mai, juin, et qui se sont prolongées ensuite, on y reviendra, en 36, 37 et 38, ces grèves avaient une puissance qui n'avait pas été connue jusqu'alors. C'est la première fois que 2 millions environ de salariés étaient en grève en même temps, et surtout une forme originale, c'était la forme d'occupation d'usines qui n'avait pas été pratiquée jusqu'à présent en France. Troisième type d'image qui peuvent nous venir à l'esprit, ce sont les premiers congés payés, c'est-à-dire les acquis du Front populaire, avec les accords Matignon. C'est la première fois, là encore, qu'il y a une rencontre au sommet entre le patronat, les représentants syndicaux et le gouvernement pour obtenir un accord. Et cet accord introduit en France des réformes considérables qui ont modifié profondément la vie des salariés, et en particulier, évidemment, les congés payés. Alors, c'est ce type d'image, je pense, que les dirigeants des partis de gauche ont voulu mobiliser en juin de l'année dernière, quand ils ont fait leur alliance électorale pour les élections suite à la dissolution décidée par Macron. Mobiliser ces images, c'était essayer de mobiliser ce qu'on appelle communément le peuple de gauche pour le motiver et obtenir un résultat électoral qui était satisfaisant. La question qu'on se pose évidemment, c'est de savoir est-ce que ce parallèle qui a été fait en utilisant ce terme de nouveau Front populaire est judicieux d'un point de vue historique. Alors j'essaierai de vous montrer qu'il y a effectivement des similitudes, on ne peut pas nier, mais que le contexte dans lequel le Front populaire de 1936 s'est développé est très différent de celui était très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, Jean-François vous parlera du mouvement populaire qui s'est développé en 1936 et de ses acquis. Et il insistera, on le verra, sur les zones d'ombre, c'est-à-dire les points, ce qu'on pourrait appeler les points aveugles, ce qui n'a pas été réalisé par le Front populaire et qu'on aurait pu attendre. Et enfin, je reprendrai la parole pour une troisième partie, dans laquelle j'essaierai de montrer comment les gouvernements de Front populaire se sont heurtés très rapidement à ce qu'on a appelé à l'époque le mur d'argent, et ce qui a provoqué finalement son échec relativement rapide. Donc je vous disais, première idée d'abord qu'on va essayer de développer, ce sont les points communs qu'on peut noter entre le Front populaire de 1936 et le nouveau Front populaire de 1924. Effectivement, il y a pas mal de points communs. D'abord, il s'agit à chaque fois d'une union électorale entre les partis. En 1936, il s'agissait simplement d'un accord de désistement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis d'accord
sur des candidats communs, alors qu'en 24, par contre, il y avait un candidat commun entre les différents partis de gauche. D'autre part, cette alliance électorale s'est fait dans les deux cas sur un programme qui n'était pas du tout un programme de rupture avec le capitalisme, même pas d'ailleurs un programme dans lequel il y avait des réformes de structure importantes à l'intérieur du système. Il s'agissait simplement de programmes qui sont en rupture avec la politique suivie jusqu'alors. Par exemple, en 1936, le Front populaire s'oppose à la politique dite de déflation qui était appliquée jusqu'alors pour faire face à la crise de 29, et il adopte une politique qui est plutôt une politique de relance. De même, le nouveau Front populaire propose une politique qui s'oppose à la politique de l'offre qui est suivie par Macron et ses différents gouvernements. Deuxième point commun, c'est pourquoi cette unité se fait. Elle se fait essentiellement contre l'extrême droite. En 1936, la vidéo le rappelait tout à l'heure, il s'agit d'une réaction aux manifestations du 6 février 1934, réaction qui s'est faite très rapidement dans l'unité, on y reviendra tout à l'heure, avec par exemple cette manifestation du 12 février qui était à l'appel de la CGT, de la CGTU, du PC, et la SFIO s'est ralliée à cette manifestation, et il y a eu une unité qui a été réclamée par les militants eux-mêmes, par les participants à la manifestation. En 24, l'année dernière, il s'agissait d'une menace plutôt électorale de l'extrême droite, alors qu'en 34, c'était une crainte d'un coup d'État. Bon, certainement, crainte, maintenant on pense qu'elle était exagérée, mais il n'empêche que c'est comme ça que c'était vécu par les militants. Troisième point commun entre les deux situations, c'est l'importance des problèmes internationaux qui, dans les deux cas, créent une division entre les partis de gauche. Alors, c'est vrai qu'actuellement, il y a une montée mondiale du populisme d'extrême droite, il y a des tensions internationales très fortes, mais bon, évidemment, elles nous semblent sans commune mesure avec la menace hitlérienne qui, en 1934, devenait de plus en plus sérieuse. Mais il faut se replonger et essayer de se replonger dans l'ambiance de l'époque. Pour nous, ça paraît assez évident que la menace était extrêmement proche. Pour beaucoup de gens à cette époque, en 1934, il y avait certes une menace, mais il n'y avait pas une claire vision de la situation internationale, et surtout, il y avait un mouvement pacifiste extrêmement fort, extrêmement puissant, en France en particulier, du fait qu'on sortait en fait de la Première Guerre mondiale et que le traumatisme était tellement fort que tous les partis politiques étaient divisés sur la question de la réaction à avoir par rapport à la montée du nazisme. Malgré ces points communs que je viens de noter, je pense que ce serait un anachronisme de faire tirer un trait d'égalité entre la situation de 1934 et la situation de 2024. En effet, la société, d'abord, de 1934 et 1936, enfin, des années 30, était très différente de celle d'aujourd'hui. Tout d'abord, on peut dire qu'elle était plus polarisée que la société d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait une classe ouvrière très nombreuse, 30 à 35% de la population, qui faisait partie des classes ouvrières, et une classe qui s'identifiait, enfin, les ouvriers avaient tout à fait conscience de leur spécificité.
On le voit simplement en regardant une photo, par exemple, d'un rassemblement ici d'ouvriers du bâtiment. Bon, pratiquement tous, sauf un, je crois, portent la casquette. La casquette, c'était vraiment le signe que l'on était un ouvrier. L'habillement était très différent si on était ouvrier ou si on était même simplement un employé, et évidemment encore plus des professions libérales ou des classes moyennes. Ces ouvriers se reconnaissaient très clairement dans les deux grands partis qui étaient le PCF et la SFIO, partis issus de la scission du Congrès de Tours. Malgré tout, cette classe ouvrière était très divisée et avait une situation très précaire. Situation précaire liée au fait qu'il n'y avait aucune convention collective, que d'autre part, il n'y avait pas les protections de l'État étaient beaucoup plus faibles que celles qui ont été acquises depuis. Et d'autre part, le mouvement ouvrier était encore, je ne dirais pas balbutiant, mais les organisations ouvrières regroupaient relativement peu d'ouvriers. La CGT avait moins de 500 000 adhérents, et la CGTU, qui était une scission de la CGT que les partis communistes avaient décidé, avait à peu près 260 000, c'est à la moitié d'adhérents. Il y avait beaucoup de petites entreprises et quelques gros bastions, comme par exemple le bastion de Releux-Billancourt, qui regroupait plus de 30 000 salariés, mais il peut être étonnant qu'en 1936, juste avant la Réforme populaire, il n'y avait que 300 adhérents à la CGT sur les 30 000 salariés de Renault-Billancourt. D'autre part, la division était très profonde dans la classe ouvrière, puisque aujourd'hui, on n'a pas l'égalité homme-femme, mais à l'époque, les différences de salaire étaient beaucoup plus importantes que celles d'aujourd'hui. De même, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient employés. Les jeunes avaient des salaires très différents des adultes. Et enfin, il y avait 3 millions d'étrangers à peu près, pour 40 millions d'habitants. Et évidemment, ces étrangers avaient en général des salaires plus faibles que les Français. Deuxième groupe social, disons, ce sont les classes moyennes. Les classes moyennes étaient très nombreuses. Aujourd'hui, quand on parle de classe moyenne, en fait, c'est devenu un concept très flou. Hein. Quand on regarde les définitions qui sont données de la classe moyenne, en fait, c'est un regroupement statistique. C'est-à-dire qu'on prend les 50% des gens qui sont autour de la moyenne des revenus, c'est-à-dire qui sont pas dans les 30% les plus pauvres et qui ne sont pas dans les 20% les plus riches. Bon. Mais ça ne crée pas une classe sociale au sens fort du terme. Bon. Dans les années 30, les classes moyennes, là encore, s'identifiaient parce que, pour l'essentiel, pour la plupart, c'était d'abord des paysans. Bon. Certes, la mécanisation commençait à faire ses effets. On était passé de 6 millions de paysans au début du siècle à 4 millions et demi en 36 à peu près. Bon. Donc il y avait une diminution du nombre d'exploitations. Il n'empêche qu'il restait énormément de petits paysans. Les paysans représentaient à peu près 30% de la population, plus de 30% de la population active. Aujourd'hui, les paysans, c'est 1,5% de la population active. Donc ça n'a rien à voir. Dans les classes moyennes, il faut aussi tenir compte des petits entrepreneurs, des commerçants, des artisans, toutes ces catégories sont des catégories qui se considèrent comme des petits patrons. Et donc, ce sont des catégories qui hésitent en permanence entre se rapprocher des ouvriers et en même temps s'en distinguer. Et donc, elles sont très susceptibles d'écouter le discours du patronat et des
détenteurs du capital. Alors, parmi ces paysans, il y a de grandes différences, évidemment. En gros, pour schématiser, on peut dire que dans le nord de la France, les paysans sont beaucoup plus, enfin, un peu sous la coupe de gros agrariens, alors que dans le sud, il y a beaucoup plus de petites propriétés et de paysans dans lesquels on parle de démocratie paysanne, c'est-à-dire de traditions radicales chez les paysans du sud. Les paysans sont dans l'ensemble quand même, dans leur grande majorité, acquis à la droite, voire à l'extrême droite. Ici, c'est un rassemblement qui est organisé par Dorgère, les Chemises Vertes, qui est un groupe d'extrême droite. Mais il y a aussi une partie des paysans qui se reconnaît dans des organisations de gauche, donc chez les radicaux, et même qui se reconnaissent dans le Parti socialiste et le Parti communiste. Le Parti communiste qui, par exemple, dirige une confédération générale des paysans travailleurs qui organise de nombreuses actions dans les campagnes. Au total, il faut penser aussi que la population rurale représente encore la moitié de la population. Aujourd'hui, c'est 20%. Enfin, dernier groupe, ce qu'on peut appeler les classes dirigeantes, c'est-à-dire le patronat, une partie des professions libérales aisées. Le patronat en France, dans les années 30, c'est un patronat qui n'est pas encore véritablement mondialisé. Il est mondialisé d'une certaine façon, c'est qu'il y a l'empire colonial français qui fait de la France une grande puissance. Mais en fait, les entreprises françaises vivent un peu à l'abri de cet empire colonial qui est une chasse gardée de la France. Le patronat s'est organisé surtout dans la CGPF, qui est l'ancêtre de notre MEDEF, donc, Confédération Générale de la Production Française. Mais il y a une grande partie des petits patrons qui ne se reconnaissent pas dans cette CGPF, qui est vraiment contrôlée par les grandes entreprises. Autre grande différence entre la situation de 1934 et celle d'aujourd'hui, ce sont les conditions du débat politique. Alors d'abord, le cadre politique général. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les groupes sociaux s'identifient assez clairement à des partis politiques en 1934. Ce n'est plus le cas véritablement aujourd'hui. D'autre part, le système politique, depuis une soixantaine d'années, depuis la création de la province de République, ce cadre politique est un cadre parlementaire. C'est-à-dire que le président de la République, à l'époque, joue un rôle tout à fait secondaire, et c'est le président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre, et son gouvernement, qui décident entièrement de leur politique. Ils sont responsables devant les deux assemblées. Et là, différence encore avec notre situation d'aujourd'hui, c'est que le Sénat joue un rôle très important. Il est tout à fait en mesure, à l'époque, de bloquer les décisions du gouvernement, car le gouvernement ne peut pas passer au-delà des votes des sénateurs. Et les gouvernements populaires en font la mère expérience parce qu'ils vont être bloqués dans leur... Chaque fois qu'ils décideront, ils essaieront de changer de politique, ils seront rappelés à l'ordre par le Sénat. Autre différence dans le débat politique, c'est la violence des rapports sociaux et des rapports politiques. Aujourd'hui, dans la presse, mainstream, dès qu'il y a une petite altercation à l'Assemblée nationale, on en fait tout un pataquès. À l'époque, c'était pas du tout, c'était quelque chose de tout à fait fréquent, évidemment.
Les affrontements physiques étaient également fréquents dans les manifestations, dans les meetings, qui étaient très souvent agressés par les adversaires. Pendant les grèves, la répression était extrêmement violente. Là, on faisait appel de façon fréquente à la police et à l'armée, vous direz aujourd'hui également, mais la petite différence, c'est quand même qu'ils utilisaient des armes létales de façon très, très facile. Par exemple, on a revu tout à l'heure, avec le 6 février 1934, voilà, c'était pas une grève, hein, mais il y a quand même eu 16 morts, et 3 jours plus tard, au cours de la manifestation organisée par le PC, il y a eu 9 morts. Bon. Donc, il faut dire que tirer, c'était quelque chose de tout à fait commun. Je ne parle pas des colonies où, alors là, les morts se comptaient souvent par dizaines quand il y avait une répression. Bon. Et je ne parle pas des grands massacres. Les agressions pouvaient être verbales ou dans les journaux, comme par exemple ici cette phrase écrite par Maurras dans l'Action française, qui est très connue, qui se termine par Blum, c'est un homme à fusiller, mais dans le dos. Et bon, personne n'est passé vraiment à la fusillade de Blum, mais il n'empêche qu'en février 1936, il a quand même été agressé et s'est retrouvé alité pendant plusieurs jours pour soigner ses blessures. De même, il y avait des campagnes de diffamation extrêmement violentes qui ont abouti, par exemple, au suicide de Roger Salengro, qui était ministre de l'Intérieur du Front populaire. D'autre part, dernier élément que je voudrais développer, c'est le fait qu'à l'époque, les partis de gauche vivaient une situation très paradoxale, très différente de celle d'aujourd'hui. D'abord, le poids électoral des partis de gauche était beaucoup plus important que celui de 2024. Il y a eu des élections en 1932 pour l'Assemblée qui exerçait la législature jusqu'au Front populaire. À ces élections de 1932, la gauche, les 3 partis qui forment le Front populaire, étaient majoritaires. Et même le Parti socialiste et les radicaux, à eux seuls, pouvaient avoir la majorité. Ils avaient 54% des voix au premier tour, et ils avaient 354 sièges au total sur 605. Bon. Donc une majorité très, très large. Mais le problème, c'était la division des partis de gauche. Division d'abord entre les partis ouvriers, entre le PC et la SFIO. Bon, cette division, elle vient, on peut la faire remonter en 14 avec l'Union sacrée, à laquelle les socialistes ont participé, et ce qui a amené un petit groupe au départ à se détacher du Parti socialiste. Bon. Et cette différence, ensuite, avec la Révolution russe, s'est soldée au Congrès de Tours, où la majorité des socialistes a adopté l'adhésion à l'Internationale communiste et donc a créé le Parti communiste. Donc, cette division était extrêmement violente entre les socialistes et les communistes, et elle a été renforcée à partir de 1928 par la politique qui était adoptée par l'Internationale communiste, qui était la politique dite classe contre classe. Dans cette vision politique, les socialistes étaient considérés comme des agents de la bourgeoisie et donc ce que les communistes appelaient des sociofascistes. Donc il n'était pas question de faire alliance avec les socialistes. Et en janvier 1934, donc juste avant les événements qui provoquent le Front populaire, Maurice Thorez disait encore devant le comité central: nous ne recherchons en aucun cas un accord avec le Parti socialiste, que nous considérons à juste titre comme des ennemis.
Cette politique classe contre classe avait d'ailleurs, n'avait pas profité beaucoup au Parti communiste, puisque ses effectifs s'étaient totalement effondrés. Il n'avait plus que 30 000 adhérents en 1934. Et d'autre part, ils avaient fait une scission, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la CGT. Ils avaient créé la CGT soi-disant unifiée, mais qui était justement pas du tout unifiée. Et les effectifs de cette CGTU s'étaient également effondrés parce que le sectarisme des militants du PC était beaucoup trop important. Ce qui fait que les communistes se sont retrouvés en 1932 avec seulement 10 députés à l'Assemblée nationale. D'autre part, il y avait une division très forte entre les socialistes, les communistes, et les radicaux. Pourquoi? C'est pas très difficile à comprendre, c'est que les radicaux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, exprimant finalement les intérêts de ces classes moyennes, les radicaux se tournaient facilement vers les partis de droite. Et ils participaient en fait à toutes les coalitions qui existaient. C'est-à-dire que depuis la Première Guerre mondiale, que ce soit pendant la guerre, que ce soit ensuite le cartel des gauches, alors ils ont fait une alliance avec les socialistes, mais ensuite ils ont fait de nouveau alliance avec la droite, ils ont fait des gouvernements quelquefois uniquement radicaux, enfin bon. Ils ont participé à tous les gouvernements, pratiquement, sauf un, à pratiquement tous les gouvernements depuis la Première Guerre mondiale. En fait, il n'y avait pas à l'époque un parti radical seulement, il y avait toute une mouvance radicale de petites organisations, beaucoup de petites organisations, parce que très souvent, il y avait des différences entre eux, qui faisaient que, et puis d'autre part des intérêts locaux, c'était souvent des notables de province, les dirigeants du parti radical, et ils faisaient des scissions fréquentes, ils se regroupaient, etc. Et beaucoup d'entre eux ont été mêlés à tous les scandales qu'il y avait pendant la Première République, et en particulier le dernier qui a provoqué la manifestation du 6 février, le scandale Stavisky, où il y avait pas mal de députés radicaux qui étaient concernés. Donc, la gauche était dans cette situation paradoxale, c'est d'être à la fois majoritaire et en même temps de ne pas être capable de gouverner ensemble. Et justement, ce que le Front populaire a changé, complètement modifié, c'est le fait qu'il y a eu ce mouvement unitaire qui est un mouvement sans précédent. Pendant 2 ans, donc de 1934 à 1936, en France, il y a eu vraiment un regroupement, une impression de fraternité qui s'est créée entre les différents groupes qui formaient le Front populaire. Alors d'abord, c'est vrai que c'était une union des partis, une union sur un programme très modéré, puisque le Parti communiste, à partir de 1934, fait un virage complet de sa politique, dont ensuite il aura la spécialité, il fera des virages à 180 degrés très fréquemment, mais ce virage fait que le Parti communiste adopte comme politique, au contraire, la politique d'un front antifasciste. Pour ça, il est soutenu par l'Internationale communiste, donc il y a une correspondance entre les intérêts du Parti communiste qui voyait ses effectifs plonger et son influence diminuer, et l'Internationale communiste qui voulait défendre l'Union soviétique. Donc, la stratégie qu'il a adoptée à partir de 1934, c'est que les communistes doivent s'allier avec tous les partis qui sont prêts à lutter contre le fascisme, y compris les partis bourgeois, et même soutenir éventuellement des gouvernements bourgeois à condition qu'ils soient prêts à lutter contre le fascisme. Et
en même temps, et c'est là qu'il y a une convergence des intérêts, en même temps, chez les radicaux, comme ils ont été mêlés à l'affaire Stavisky, il faut essayer de recréer, d'avoir de nouveau une influence plus importante. De ce fait, ce sont les tendances de gauche des radicaux qui vont emporter le reste des radicaux pour faire cette alliance. Il y avait tout un groupe qu'on appelle les jeunes turcs autour de Mendès France, Firkot, Jean Zay, et c'est eux qui ont réussi à tirer le parti radical pour qu'il fasse cette alliance. Et donc on aboutit d'abord au pacte d'unité d'action entre le PC et la SFIO, et puis à partir de 1935, les radicaux rejoignent ce front et ils se mettent d'accord avec un programme qui est un programme très vague, pain, paix, liberté. Quand on regarde le détail du programme, on voit que il ne s'agit que de revendications assez basiques qui ne peuvent en aucun cas gêner les radicaux. Ils n'arrivent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à se mettre d'accord sur un candidat commun, donc il y a simplement un accord de désistement pour le second tour, avec d'ailleurs il y aura beaucoup de circonscriptions dans lesquelles des candidats radicaux se maintiendront contre les autres candidats de Front populaire, mais il n'empêche quand même que cette alliance permet aux trois grandes formations, disons, aux trois grands courants, d'emporter les élections encore plus largement qu'en 1932. Ils gagnent, c'est pas énorme en même temps, hein, ils gagnent 1% des voix au premier tour. C'est pas un bouleversement. Mais ce qui me semble le plus important, c'est qu'il y a une mobilisation unitaire à la base. Et ça, c'est une caractéristique vraiment du Front populaire, c'est que le mouvement unitaire, c'est pas seulement un mouvement des partis, c'est un mouvement qui s'est inscrit vraiment dans la population. Alors d'abord, il y a la mobilisation d'une grande partie des intellectuels. Bon, pas tous évidemment, il y a des l'extrême droite, nombreux, mais tous les intellectuels proches du PC, de la SFIO, des radicaux, se sont regroupés. Alors, il y avait déjà le mouvement Amsterdam Pléiel, qui est un mouvement au départ qui était créé par des gens proches du PC ou des gens du PC. Ce mouvement avait eu un écho très important. Je crois qu'il y avait 250 000 membres en 1936, donc c'est pas négligeable. Il y avait la Ligue des droits de l'homme, qui rentrait vraiment dans cette dynamique unitaire pour le Front populaire. Et la Ligue des droits de l'homme, c'était également une organisation très puissante à l'époque, environ 150 000 adhérents. Également, s'est créé le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, alors là, c'était vraiment essentiellement ça. C'était des intellectuels qui avaient eu 6000 signatures en quelques semaines. Donc ce mouvement, ces intellectuels ont poussé les partis à se rapprocher. Mais également, il y a eu un mouvement à la base. On a parlé même d'un printemps des comités, c'est-à-dire qu'avant même les accords politiques au sommet, il y a eu en France, entre février et juin 1934, toute une série de comités de Front populaire qui se sont créés. Alors ils ne portaient pas tous le même nom, c'était pas toujours Front populaire, c'est Rassemblement antifasciste, Groupement antifasciste, etc. Mais ces comités organisaient des manifestations, des meetings
dans de nombreuses localités, et ils ont perduré ensuite la plupart d'entre eux jusqu'aux élections de 1936. Également, il y a eu la réunification de la CGT et de la CGTU, qui a joué un grand rôle pour mobiliser la classe ouvrière, car ça donnait un espoir considérable aux ouvriers. Donc pendant 2 ans, il y a eu d'énormes manifestations, au cours desquelles on chantait à la fois la Marseillaise et l'Internationale, et où on levait le poing, ce qui était une nouveauté, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas une tradition en France de lever le poing, c'était une tradition qui venait d'Allemagne. Cette mobilisation massive s'est traduite par un mouvement de grève important, exceptionnel, et c'est Jean-François qui va nous en parler. Quelques mots sur ces grèves, des grèves d'une importance sans précédent, comme on l'a déjà dit. Ces grèves, elles touchent, ces grèves, donc, en juin 1936, 12 000 entreprises en grève, plus de la grève, 9 000 sont occupées, 1,5 million à 2 millions de grévistes, un mouvement donc considérable. Ces grèves ont touché presque tous les secteurs d'activité, les grandes entreprises comme les petites. Grandes entreprises, ici, l'exemple d'une entreprise de construction électrique dans la région parisienne, mais phénomène très inattendu, de très petites entreprises sont également touchées. Ainsi que, par exemple, à Trouville, donc en Normandie, c'est pas très visible ici, mais c'est une lettre du maire de Trouville qui écrit au secrétaire du syndicat du bâtiment de Trouville-Deauville. Et il écrit « J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, m'avisant que la corporation des ouvriers couvreurs, plombiers, zingueurs, monteurs en chauffage, fumistes du canton de Trouville avait décidé la cessation du travail et décrété la grève qui a commencé aujourd'hui 30 juin. » Vous voyez, bourgade, Trouville, des ouvriers qui doivent être très peu nombreux et qui pourtant donc, se sont mis en grève plus tardivement, le 30 juin, parce qu'il a fallu un certain temps pour que le mouvement se diffuse à partir des grandes usines de la région parisienne vers tous les départements du pays et tous les secteurs d'activité. Une exception cependant, et notable quand on compare avec la situation d'aujourd'hui, c'est que le secteur public et les chemins de fer ne sont pas touchés par la grève parce que ce sont des secteurs dans lesquels les employés bénéficient d'un statut, à la différence des ouvriers d'usine dont on a souligné la précarité. Alors, phénomène aussi mal connu, c'est l'importance des grèves de salariés agricoles. Salariés agricoles, ouvriers agricoles qui sont en grève, aussi bien dans les exploitations maraîchères et viticoles du sud de la France que surtout d'ailleurs, dans les grandes plaines du bassin parisien et du nord de la France. Par exemple, en juillet 36, rien que dans le département de la Seine-et-Marne, 4000 ouvriers agricoles sont en grève. Et ici, donc, j'ai reproduit une décision du conseil municipal de Tremblay-les-Gonesse. Je ne sais pas si c'est lisible, mais donc, considérant que la grève des ouvriers agricoles se prolonge, qu'elle dure depuis plus de 3 semaines, le Conseil donc décide de venir en aide aux familles des grévistes et vote à cet effet une somme de 7 000 francs pour achat de denrées. Donc, longue grève d'ouvriers agricoles. Et les ouvriers agricoles, à l'image des ouvriers d'usine, occupent les fermes. Souvent, ils sont seulement quelques-uns, 3-4 à occuper la ferme. Souvent, d'ailleurs, ça se traduit par des affrontements avec les exploitants agricoles. Les grands propriétaires n'hésitent pas à faire appel à des milices rurales, des chemises vertes, pour mettre fin à la grève. Alors, évidemment, le phénomène le plus marquant de ces grèves, ce sont les occupations. Et sur ce point, donc, une petite vidéo pour illustrer ces occupations d'usine. Les patrons sont très étonnés de ce qui leur arrive. Ils contemplent leurs ouvriers avec surprise.
Ceux-ci écoutent leurs délégués syndicaux. Voici la déléguée d'un grand magasin. D'être chez soi, on baptise les nouveaux lieux d'habitation avec des noms familiers. Place Jean Jaurès, avenue Léon Blum, square Marcel Cachin. Quant à ceux qui ont refusé leur solidarité à leurs camarades, leur attitude est stigmatisée en termes parfois très vifs. Les problèmes de la nourriture sont résolus par la solidarité des organisations et des municipalités ouvrières. La corvée de patates. Et la propreté. L'heure de la distribution. Chacun sa part. Banquet au studio Éclair. Le problème du couchage est rapidement résolu par les hommes qui, seuls, occuperont les usines pendant la nuit. Les distractions et des jeux alternent avec les différents travaux d'entretien, de cuisine et de nettoyage que se sont distribués par roulement les grévistes. Ronde, saut à la corde, basketball. Sport nouveau pour ces corps que le travail courbe et empêche trop souvent de jouir du soleil de l'air libre. La java, au son de l'accordéon, entraîne les couples grévistes. Au cinéma tirage Maurice. Chez Renault. Programmes artistiques complets. Plus de 1000 artistes professionnels sont venus apporter aux grévistes de la région parisienne par l'intermédiaire de la Maison de la Culture leur solidarité et leur talent. Ailleurs, nous avons la bonne fortune de filmer le mariage de deux jeunes grévistes à qui toute l'usine a réservé une fête magnifique. On livre aux flammes un mannequin qui figure les 48 heures. Et l'on prend, après jugement, quelques effigies de ceux qui brûlent pour de vrai les autobus. Le couteau de cuisine qui brille entre leurs dents ne laisse aucun doute sur la férocité des bourreaux. C'est un extrait d'un documentaire réalisé par la CGT de la métallurgie. Donc ce film souligne le caractère bon enfant et festif des grèves, mais il y a un autre aspect qui est important quand même, c'est que ces grèves, ces occupations ont un caractère défensif. Défensif parce qu'on craint que les patrons ne recourent au lockout ou ne fassent appel à des milices fascistes pour faire reprendre le travail aux ouvriers. Alors, évidemment, les patrons voient dans ces occupations une atteinte intolérable aux droits de propriété, une menace d'expropriation. Pourtant, dans les témoignages, le caractère radical, révolutionnaire des grèves n'apparaît pas évident. En fait, même la revendication d'un contrôle ouvrier sur la production s'exprime guère, ou quelquefois sous la forme de menaces, mais qui n'a jamais été mise en pratique. Mais malgré tout, ces occupations témoignent de la volonté des ouvriers de prendre en main leur sort. Ils affirment ces occupations, par ces occupations, ils affirment leur force, leur dignité, et c'est bien ça qui effraie les patrons. Alors, ces grèves, autre caractère important, c'est un mouvement spontané, parti d'en bas. Aucun parti politique, aucun syndicat n'a appelé à la généralisation des grèves. Et ce qui le montre de manière claire, c'est qu'elles partent dans les grandes usines qui sont très faiblement syndiquées. Dominique l'a rappelé, chez Renault, 30 000 ouvriers à Billancourt, 300 syndiqués seulement, et
c'est pourtant de ce type d'usine que partent les grèves, alors que les secteurs qui sont bien encadrés, comme les services publics et les cheminots, eux, où les syndicats et les partis politiques sont assez puissants, eux ne sont pas touchés par la grève. Ça montre bien le caractère spontané de ces grèves. Bien souvent d'ailleurs, les grèves partent de façon tout à fait spontanée, sans qu'il y ait d'organisation syndicale, et les grévistes s'en vont trouver les unions locales, les syndicats, pour essayer de leur demander de formuler leurs revendications et de mettre en place une stratégie pour l'occupation de l'usine. Autre caractère important, ce mouvement est mal contrôlé par les appareils syndicaux et politiques. C'est ainsi, par exemple, que les dirigeants syndicaux ont beaucoup de mal à faire accepter les accords Matignon. Dans la métallurgie parisienne, par 2 fois, les 9 et 11 juin, donc au lendemain des accords Matignon, une assemblée générale qui regroupe les délégués de 700 entreprises en grève refuse les accords Matignon. Il faudra finalement que Maurice Thorez, donc le secrétaire du Parti communiste, use de tout son poids pour favoriser la reprise. Maurice Thorez qui déclare devant une assemblée des cadres communistes de la région parisienne, formule célèbre qui a souvent été citée, il faut savoir terminer une grève lorsque satisfaction a été donnée ou même partiellement. Alors, comment s'explique l'importance de ce mouvement? On peut mettre en avant, bien sûr, la misère et le chômage, mais il semble que ces explications ne soient pas satisfaisantes, car en réalité, dans cette période de déflation, les baisses des prix sur les produits de consommation ont été très importantes, plus importantes que les salaires, si bien qu'il n'y a pas véritablement de baisse du pouvoir d'achat des ouvriers. Le chômage est également beaucoup moins important que ce qu'il est aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne, et atténué en plus en France par le fait que beaucoup d'ouvriers ont gardé des racines rurales et qu'ils peuvent donc se procurer des denrées alimentaires de manière assez facile. On peut expliquer cela par le fait que le patronat français a, face à la crise, a évité de trop baisser les salaires, évité de licencier, mais il a mis l'accent au contraire sur une intensification du travail, une surexploitation du travail. C'est une époque où les années 20 et 30 sont une époque où le taylorisme se généralise dans les grandes usines. C'est aussi l'époque où on met en place un système de rémunération qui est détesté par la classe ouvrière, le système Bedeau, un système très complexe auquel je n'ai pas compris grand-chose, mais qui fait que la rémunération des ouvriers dépend de la tâche qu'ils accomplissent, et s'ils n'accomplissent pas la tâche fixée par les normes, ils ne perçoivent pas un salaire entier. Et si vous avez une grève de femmes dans une usine textile où les femmes procédaient à une cérémonie, l'enterrement du Bedeau, donc du nom de ce système Bedeau qui avait été mis en place dans pas mal d'usines. À cela, il faut ajouter bien sûr pour expliquer ces grèves, l'euphorie suscitée par la victoire du Front populaire et bien sûr aussi l'unité syndicale réalisée quelques mois plus tôt entre la CGT et la CGTU. Autre phénomène très marquant, peut-être aussi marquant que les grèves de juin, c'est la persistance des grèves. Entre 1936 et 1938, l'agitation sociale est incessante. Un historien, Antoine Prost, parle, je retrouve la formule, il parle d'une, l'idée c'est une rébellion ouvrière permanente, et de fait, les vagues de grève se succèdent aux vagues de grève. En décembre 1936,
le gouvernement a fait adopter une loi rendant obligatoire l'arbitrage dans les cas de conflit entre le patronat et les ouvriers, mais rien n'y fait, les grèves se poursuivent de manière incessante. Et on voit ici caricature, un dessin donc d'un journal très marqué à droite, du Charivari, où l'on voit Léon Blum, un homme préoccupé toujours des occupations. De fait, on est en janvier 1937 et c'est encore une nouvelle vague de grève. Alors, persistance de ces grèves, malgré les accords Matignon, qui peut s'expliquer d'abord par le fait de l'inflation, une forte inflation. Ici, un journal qui est un peu un ancêtre des journaux de consommateurs, de ménagères qui discutent entre elles, tout augmente. Mais surtout, la persistance des grèves peut s'expliquer par le revanchisme patronal. C'est qu'en effet, aussitôt le mouvement passé, la pointe du mouvement en juin-juillet, le patronat réagit de manière extrêmement brutale, la peur étant passée, manière brutale, des licenciements de délégués syndicaux, licenciements de délégués d'ateliers et de militants syndicaux, je veux dire, mais aussi les accords Matignon ne sont pas appliqués dans bien des usines. Et il subsiste donc, enfin plutôt se développe donc dans les usines des tensions permanentes, une indiscipline ouvrière qui est extrêmement marquée, encouragée par la puissance des syndicats, puisque la CGT passe de 500 000 membres en 1936 à 4 millions l'année suivante. Donc, tension permanente, au point que même on voit par exemple chez Renault en mars 1937, les contremaîtres se mettre en grève pour faire face à ce qu'ils appellent la tyrannie syndicale. Au point aussi que le principal dirigeant de la CGT, Léon Jouot, adresse une espèce d'admonestation aux ouvriers en déclarant « Les grèves ne doivent pas être déclenchées à tout propos et à tout moment, faute de quoi les grévistes n'auraient pas droit à la solidarité confédérale. » Alors, on passe maintenant au bilan de ces grèves. Bilan, les conquêtes sociales sont évidemment très importantes. Ici, le titre, la page de une de l'Humanité, la victoire est acquise, l'accord est réalisé, et effectivement, les acquis de la grève sont considérables, comme on peut le voir. Une augmentation substantielle des salaires qui permet une forte augmentation du pouvoir d'achat, les conventions collectives, les délégués d'atelier, la reconnaissance du syndicat dans les entreprises. On peut parler d'une véritable révolution sociale, révolution de la condition ouvrière, puisque désormais l'ouvrier cesse d'être seul face au patronat tout puissant. Les conventions collectives et les délégués d'atelier et la reconnaissance syndicale permettent d'affirmer la force collective des ouvriers dans l'entreprise. On peut parler d'un embryon de pouvoir ouvrier à l'intérieur de l'entreprise. C'en est fini donc de l'arbitraire patronal, de l'autorité illimitée du patron. En face existe une force ouvrière qui reconnaît, qui est en quelque sorte institutionnalisée à l'intérieur de l'entreprise. D'autre part, les 40 heures et les congés payés, là aussi, c'est une grande importance, puisque les 40 heures permettent, qui se substituent aux 48 heures précédentes, les 40 heures permettent d'instaurer le week-end, que connaissent désormais les ouvriers, et d'autre part, enfin on peut dire que cette limitation du temps de travail réduit l'emprise de l'entreprise, l'emprise du patron sur la vie même des ouvriers.
leur donnant l'accès à du temps libre et une véritable révolution, effectivement, dans la condition ouvrière. C'est ce qu'a représenté le Front populaire et ce qui est resté dans les mémoires. Cependant, il faut faire une place aussi à ce qu'on peut appeler les limites, les points aveugles du Front populaire. On peut distinguer 3 catégories à peu près oubliées par le Front populaire: les femmes, les immigrés et les colonisés. Pour les femmes, le Front populaire l'arrivée au pouvoir du Front populaire a représenté un grand espoir. En effet, socialistes et communistes s'étaient prononcés depuis longtemps pour le droit de vote des femmes. Ils n'avaient pas pu y parvenir en raison du blocage du Sénat dominé par les conservateurs et les radicaux. Et de fait, dès juillet 1936, la Chambre des députés vote une loi instaurant le vote des femmes. Loi qui ne passera pas, elle non plus, le barrage du Sénat. Réforme du Code civil également, qui accorde aux femmes la pleine capacité juridique. Jusque-là, elles ne pouvaient paraître en justice qu'avec l'approbation de leur mari. Enfin, encore, 3 mesures audacieuses. 3 femmes entrent dans le gouvernement de Léon Blum, alors qu'elles ne sont évidemment ni électrices, ni évidemment éligibles. 3 femmes donc dans le gouvernement de Léon Blum. Il faut ajouter donc que les femmes ont participé de manière très active au mouvement social, aux grèves. Ici donc l'atelier de sellerie des usines Citroën. Une femme parmi ses camarades, donc dans cet atelier de sellerie, il y a uniquement des femmes. Ou encore, autre exemple, qui montre que les problèmes se posaient déjà, une grève des infirmières qui manifestent dans la rue. Elles participent de manière active et on peut voir ce qui les motive dans bien des cas avec cette déclaration d'une dirigeante syndicale: notre salaire, c'est notre indépendance, nous voulons mener une vie digne, nous ne voulons pas dépendre de l'homme, nous ne voulons plus être livrés à la prostitution. Et on peut ajouter d'ailleurs que les femmes ont davantage profité que les hommes des augmentations de salaire, car comme le disait celle qui est interviewée dans le film, comme elles avaient des emplois non qualifiés, souvent de manœuvre, les bas salaires ayant été augmentés davantage que les autres, elles ont davantage bénéficié de ces hausses de salaire que les hommes. Cependant, malgré ces avancées, finalement, une historienne appelée Graïf s'appelait l'espoir brisé à propos du Front populaire et des femmes. Espoir brisé parce que finalement le bilan est bien maigre. Le bilan est maigre. La loi de 1920 n'a pas été remise en cause. Loi de 1920 qui criminalisait l'avortement et qui interdisait la publicité pour la contraception. On l'a dit, le gouvernement n'a pas déposé au Sénat la loi sur le vote des femmes, votée par la Chambre des députés. Il faut ajouter que les femmes entrées au gouvernement occupent des postes subalternes. Elles sont seulement sous-secrétaires d'État, placées sous la tutelle d'un ministre, et de plus, après le premier gouvernement Blum qui se termine en juin 1937, il n'y aura plus de femmes qu'au gouvernement, dans les gouvernements de Front populaire qui vont les succéder. Alors, on peut expliquer cette désillusion par le fait que, finalement, la réforme de la condition des femmes n'était pas une priorité du Front populaire. Pour la SFIO et le PC, l'important, c'est de maintenir l'unité des partis du Front populaire et ils veulent éviter de s'opposer sur ce point au parti radical. Il faut ajouter que dans le mouvement syndical,
les femmes sont marginalisées, elles sont peu nombreuses aux postes de responsabilité dans les syndicats, si bien qu'elles ne participent guère aux négociations avec le patronat pour les conventions collectives. Et résultat, c'est que ces conventions collectives, finalement, elles entérinent l'existence des écarts de salaire, même si elles les réduisent un peu, et parfois même, dans les conventions collectives, la division sexuelle du travail est accentuée. Accentuée, par exemple, dans la métallurgie parisienne, alors qu'avant 1936 existaient des postes de régleuses, tourneuses, fraiseuses, postes qui étaient apparus pendant la Première Guerre mondiale lorsque les usines avaient besoin de recruter de la main-d'œuvre. Ces postes d'ouvrières qualifiées disparaissent dans les conventions collectives de 1936 de la métallurgie parisienne. Un certain machisme subsiste dans le mouvement syndical. Un exemple, au congrès de la CGT en 1933, on demande une augmentation des allocations familiales pour dispenser la mère de rechercher un salaire d'appoint. C'est-à-dire qu'on considère que le travail des femmes, c'est un salaire d'appoint, et que le mieux, ce serait qu'elles restent chez elles grâce à des allocations familiales augmentées. Le Parti communiste lui-même donne une image très traditionnelle de la famille, comme le montre cette affiche de Maurice Thorez en famille pour le vote communiste en 1936. Autre catégorie oubliée, donc les immigrés. Les immigrés qui sont à cette époque nombreux, 3 millions. Un grand nombre ont afflué venus d'Allemagne et d'Italie, donc surtout d'Allemagne à cette époque, mais face à la crise, beaucoup ont été expulsés. C'est le cas par exemple d'une bonne partie des mineurs polonais dans le nord de la France. Alors ces étrangers attendent beaucoup du Front populaire. Ils sont nombreux à manifester avec les partis de gauche, ici manifestation du Tunisien pour le 14 juillet 1936, et de fait, quelques mesures significatives ont d'abord été adoptées par les gouvernements de Front populaire. Mesures significatives, donc, c'est la ratification de la Convention de Genève qui donne un passeport aux apatrides, le passeport Nansen, sous le contrôle de la SDN, la Société des Nations, qui permet donc aux réfugiés sans patrie de disposer néanmoins d'une certaine protection et de la possibilité de passer les frontières grâce au passeport Nansen. De même, un certificat de nationalité, donc non pas la naturalisation, mais une forme dégradée, on peut dire, de la naturalisation, est accordée aux réfugiés allemands, du moins à ceux qui sont arrivés avant 1936. Enfin, le ministre de l'Intérieur donne comme instruction au préfet de traiter de manière humanitaire les étrangers et de réduire les expulsions. Cette attitude suscite l'indignation de la presse d'extrême droite, ici le journal Gringoire, qui dénonce la nouvelle invasion du pays, en partie ici surtout venus d'Espagne, des réfugiés venus de la guerre civile espagnole. Alors, malgré tout, là encore, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. C'est ainsi que le Front populaire renonce à adopter ce qui était pourtant une vieille revendication et de la Ligue des droits de l'homme et des partis de gauche, la revendication d'un statut protégeant les immigrés. Ce statut
prévoyait notamment, parmi d'autres mesures, il prévoyait que désormais, aucune expulsion ne pourrait être prononcée sans un jugement d'un tribunal civil dûment motivé. Et donc, on renonce à l'idée de ce statut protégeant les étrangers. Les gouvernements expulsent des étrangers qui intervenaient de manière trop active à ses yeux dans les conflits politiques et sociaux, et même on applique avec rigueur la loi de 1932, loi qui s'intitulait Loi de protection du travail français, et qui imposait un quota maximal d'immigrés dans les entreprises privées. Et finalement, le Parti communiste lui-même, par la bouche du député Ramet, le Parti communiste lui-même, on le voit ici, fait des concessions au climat xénophobe de l'époque. Ramet qui déclare à la Chambre des députés « Il faut soumettre l'entrée de la main-d'œuvre étrangère à un contrôle sérieux permettant d'entraver toute tentative de dépréciation de la main-d'œuvre française. » Si bien que les étrangers ne cachent pas leur amertume après le Front populaire, amertume qui apparaît donc dans les déclarations, par exemple, du syndicaliste italien Ernesto Caporali, qui voit dans cette situation la plus amère des désillusions, ou encore un réfugié antifasciste hongrois. Pour moi, le Front populaire n'a rien changé, ce n'était pas fait pour les étrangers, mais pour améliorer la situation des Français. Enfin, dernière catégorie d'oubliés, les colonisés. Là aussi, l'arrivée du Front populaire avait suscité de grands espoirs. Par exemple, on voit ici une affiche de l'Étoile nord-africaine, mouvement nationaliste dirigé par Louis Salinage, qui organise un meeting à la Mutualité en juin et participe à ce meeting des militants de gauche comme Paul Langevin, qui est un des initiateurs du comité de vigilance des antifascistes, proche du Parti communiste, Paul Langevin, ou encore André Violis, une militante socialiste, journaliste, qui avait, dans un livre qui a une certaine importance, dénoncé les situations dans l'Indochine coloniale française. Donc, espoir, je reprends l'image de ces Tunisiens qui manifestent en juillet 1936. Espoir qui peut sembler dans un premier temps possible, puisque le ministre des colonies, Marius Moutet, est un socialiste qui fait partie du comité central de la Ligue des droits de l'homme. C'est un avocat qui avait soutenu des militants nationalistes, notamment militants nationalistes indochinois. Et donc, son gouvernement, sous son impulsion, adopte des mesures pour des réformes sociales qui visent à améliorer le sort des populations colonisées. Réformes sociales, notamment la lutte contre l'usure, la lutte contre les famines, mais aussi l'application dans les colonies des acquis sociaux des accords Matignon. Cependant, ces bonnes intentions se heurtent à l'hostilité des colons et de l'administration qui est restée en place. Donc, des mesures sociales qui finalement sont restées au stade des bonnes intentions. Sur le plan politique, les réformes sont également limitées. En Indochine, il y a certes, dans un premier temps, une amnistie pour les prisonniers politiques, auxquels on accorde une certaine liberté d'expression et d'organisation, mais cela se traduit par une vague d'agitation et de grève en Indochine, et là, Moutet réagit avec énergie. Il
télégramme de Moutet au gouverneur d'Indochine, vous maintiendrez l'ordre public par tous moyens légitimes et légaux. Ordre français doit régner en Indochine comme ailleurs. Les Grecs sont durement réprimés. Et même, on arrête les dirigeants nationalistes et interdit le journal La Lutte, journal nationaliste dirigé par une alliance étonnante entre communistes et trotskistes. En Algérie, velléité de réforme aussi, c'est le projet de Violette, un haut fonctionnaire du ministère des Colonies. Projet Violette, ici vous avez la une du journal Paris Soir, un des grands journaux de l'époque. Violette explique son projet. La France doit reconnaître le droit de vote aux indigènes d'Algérie, mais si l'on lit le sous-titre, ce que vous pouvez difficilement faire, je crois, si l'on voit le sous-titre en dessous, le gouvernement est d'accorder à une élite restreinte une récompense amplement méritée. En fait, cette réforme prévoit d'accorder le droit de vote et la nationalité française à 21 000 musulmans sur une population de 7 millions d'habitants. C'est bien peu, et pourtant c'est beaucoup trop pour les Français d'Algérie et l'administration coloniale. Les mœurs unanimes adjurent le Parlement de repousser le projet Violette. De fait, le projet ne sera même pas soumis au vote du Parlement. Enfin, troisième exemple, troisième petite colonie, au Sénégal. Au Sénégal, on accorde la liberté syndicale aux indigènes, mais c'est réservé aux titulaires du certificat d'études. Évidemment, ça représente un nombre dérisoire d'ouvriers au Sénégal. Et en plus, on fait appel à la troupe pour réprimer une grève des cheminots à Thiès, provoquant 6 morts. Alors, comment on s'explique cette timidité des réformes dans les colonies? D'abord, premier élément d'explication, c'est que la SFIO, les radicaux, et puis on peut dire de manière générale l'opinion publique en France, restent attachés à l'idée de mission civilisatrice de la France dans son empire colonial. Déclaration significative de Marius Moutet: sans la collaboration des peuples locaux, il nous serait impossible de pousser plus loin la mise en valeur, dans leur propre intérêt comme dans celui de la métropole, des pays d'outre-mer. Donc, pas question d'accorder indépendance ou autonomie aux colonies. C'est à la France de développer ces colonies dans leur propre intérêt et dans celui de la métropole. C'est-à-dire l'idée que la civilisation européenne bien supérieure, c'est à elle qu'il est imparti de développer les colonies, et sans que les colonisés indigènes aient leur mot à dire. Les choses vont même beaucoup plus loin, puisque pour le cabinet de Marius Moutet, il faut se méfier des indigènes, se méfier du déchaînement de forces incontrôlables, des notions mal digérées de lutte de classe, de certains fanatismes religieux, de la nature émotive des Africains et de la dissimulation islamique ou encore de la dissimulation islamique et asiatique. Donc on voit là tout le mépris et le racisme de cette administration coloniale, du ministère des colonies, et même ici donc du cabinet de Marius Moutet. Il faut ajouter que les communistes, jusque-là très hostiles à l'impérialisme colonial, ont une attitude désormais beaucoup plus modérée. Ils redoutent en effet que les puissances fascistes, l'Allemagne, l'Italie ou le Japon, ne mettent la main sur les colonies françaises. Enfin, ajouter encore que à cette époque, les mouvements indépendantistes dans les colonies sont encore
embryonnaire. Seules les élites indigènes se mobilisent, et davantage pour une certaine forme d'autonomie plutôt que pour l'indépendance. Finalement, donc, femmes, étrangers, colonisés, ce sont les oubliés du Front populaire. Bon, alors, je vais essayer d'aller plus vite, parce que là, je vois qu'on est un peu en retard. Je rappelle les derniers points. C'est-à-dire le Front populaire face au mur d'argent. Alors, on peut dire qu'au début du mois d'août 1936, le gouvernement Front populaire avait raison d'être optimiste. En effet, il y a une coalition qui semble solide entre les communistes, le PS et les radicaux. Les conditions de vie des ouvriers viennent de connaître une amélioration sans précédent. Et donc, le soutien populaire est immense. Et pourtant, 2 ans plus tard, la classe ouvrière va connaître une défaite sanglante. Et une bonne partie des acquis de juin vont être mis en cause. Alors, comment expliquer ce dénouement? Tout d'abord, on peut se poser la question, est-ce que Blum est un sauveur du patronat? Alors effectivement, ce qui peut paraître étonnant, c'est que Blum ait le soutien de la classe ouvrière, ça se comprend, étant donné ce qui vient de se passer, mais ce qu'on remarque, c'est qu'en juin et juillet 1936, Blum a aussi le soutien des milieux d'affaires. Il le dit lui-même, à ce moment, dans la bourgeoisie, et en particulier dans le monde patronal, on me considérait, on m'attendait, on m'espérait comme un sauveur. Cette déclaration, il l'a faite au cours du procès de Riom, en 1942, qui a été fait par Vichy. Et quand on regarde la situation financière, on constate qu'au mois de juin, au mois de juillet, il y a de nombreux signes qui montrent que les détenteurs de capitaux, en fait, n'ont pas joué du tout, à ce moment-là, contre le gouvernement Blum. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait tout de suite une hostilité, surtout pendant ce mouvement de grève important. Au contraire, les sorties d'or qui étaient importantes, les sorties de capitaux qui étaient importantes avant juin 1936, s'inversent, et au mois de juin, juillet et début août, on voit au contraire les capitaux qui rentrent en France. Ça permet à la Banque de France d'abaisser tout son taux d'escompte. On voit aussi qu'il y a une demande des bons de défense nationale, c'est-à-dire des bons du Trésor émis par le gouvernement, qui est plus importante que les demandes de retrait. Donc la situation financière est favorable. Elle est tellement favorable que Vincent Auriol, ministre des Finances, émet de nouveaux bons du Trésor et qui ont pour but de recueillir la petite épargne pour financer le gouvernement, enfin, le budget. Et ces bons sont rapidement souscrits, puisque fin août, il y a 3,5 milliards qui sont souscrits très rapidement. Mais dès le début août, il y a un renversement qui se produit dans l'attitude du patronat et des détenteurs des capitaux. En effet, pendant la grève, ce qu'on peut penser, c'est que pendant la grève, ils avaient tellement peur d'un risque révolutionnaire, qui était certainement exagéré d'ailleurs, d'après ce que Jean-François nous a expliqué tout à l'heure, qu'il n'était pas question d'avoir une action contre le gouvernement Blum. Au contraire, Blum était le seul, enfin un des seuls certainement, qui était capable d'endiguer ce mouvement de grève et d'éviter que ça ne dégénère du point de vue patronal. Il y a un congrès de la CGPF qui a lieu le 4 août. À ce congrès, les patrons décident un changement dans la CGPF qui change de nom, qui devient la Confédération Générale du Patronat Français, mais aussi, surtout, qui fait une plus grande place aux PME,
Or, je vous le disais tout à l'heure, les PME se sentaient mal représentées par la CGTF. Donc, il s'agit de les rallier à la politique de la CGTF. Car effectivement, les accords Matignon étaient acceptables par les grands patrons, par les grandes entreprises, plus difficilement digérés par les petites et moyennes entreprises. À partir de ce moment-là, les milieux d'affaires, les détenteurs de capitaux, avaient deux objectifs principaux. Premier objectif, revenir sur les 40 heures et la semaine de 5 jours. C'est ce qu'on appelait la semaine de 2 dimanches. Donc ça, c'est le premier objectif, car ils considèrent que ce sont les 40 heures qui empêchent le développement de l'industrie et donc qui bloquent la croissance. Deuxième objectif, mettre fin aux grèves. Jean-François a rappelé tout à l'heure que les grèves continuent. Bon, elles sont perlées, c'est pas une grève générale, mais il y a sans arrêt des grèves et des occupations. Donc il faut que le gouvernement mette fin aux grèves et rétablisse l'ordre. Alors à partir d'août, les exportations de capitaux vont reprendre, puisque maintenant le danger est écarté, et la situation financière se dégrade régulièrement. Il y a une spéculation contre le franc qui est très forte, qui force le gouvernement à dévaluer. Bon, cela dit, le gouvernement savait qu'il devrait dévaluer dès le départ, mais là il est obligé de précipiter la dévaluation, elle a lieu donc dès septembre, et la situation financière se dégrade, alors qu'au contraire, la situation économique n'est pas mauvaise, puisque la production industrielle remonte de 12% en 3 mois, et que le nombre de chômeurs se retrouve au niveau de 1933, c'est-à-dire qu'en fait, on a réembauché, et la situation économique n'est pas catastrophique. Malgré tout, la situation financière est tellement délicate que dès février 1937, Blum doit annoncer une pause dans les réformes qu'il a entreprises, que le gouvernement a entreprises. Et là, le gouvernement populaire va se retrouver pris dans une série de contradictions. Première contradiction, c'est la situation internationale qu'il a créée. Je le rappelais tout à l'heure, pendant les deux années du Front populaire, la situation internationale ne fait que se dégrader. L'Italie et l'Allemagne soutiennent de plus en plus activement les putschistes espagnols. L'Italie quitte la SDN également. Le Japon rejoint le pacte anticommunautaire et l'Allemagne accélère son réarmement. Toute cette situation va aboutir en mars 1938, à l'annexion de l'Autriche et ensuite aux menaces contre la Tchécoslovaquie, aux menaces d'annexion des Sudètes. C'est ce qui aboutit aux accords de Munich qui sont signés en septembre 1938. Alors cette situation qui est très tendue oblige le gouvernement à augmenter de façon considérable les dépenses d'armement. Alors au procès de Riom en particulier, mais ensuite la droite n'a pas arrêté de dire que, l'extrême droite, que le gouvernement populaire n'avait pas préparé la France du point de vue militaire. Or c'est totalement faux. Il y a les programmes militaires qui ont été mis en œuvre par le gouvernement de Blum sont les plus importants que la France ait connus jusqu'alors. Mais évidemment, ça coûte cher. Ça pèse sur le budget, d'une part, ça absorbe tous les financements, enfin, pas tout, mais une grande partie des capacités d'épargne, aussi bien pour l'État que pour les entreprises. Et d'autre part, le gouvernement peut difficilement puiser sur ses réserves d'or parce que plus la menace s'approche, plus il pense qu'il aura besoin de ces réserves d'or en cas de conflit pour pouvoir obtenir des crédits et faire face à la guerre. C'est cette situation qui fait que le gouvernement va se tourner de plus en plus vers une alliance avec
les puissances anglo-saxonnes, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et ça aboutit très rapidement, en septembre 1936, à la signature d'un accord avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Souvent, on parle de cet accord tripartite à propos de la guerre d'Espagne, puisque ça explique en grande partie le refus par Léon Blum de l'intervention en Espagne. Mais on oublie aussi que dans cet accord, ce n'était pas sans contrepartie du point de vue de la France, et la France s'engage à ne pas recourir au contrôle d'échange et à un contrôle des mouvements de capitaux. Il faut céder finalement au libre-échangisme qui est prôné par les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est ce qui fait dire à Léon Blum que la pente logique de notre politique intérieure nous conduirait vis-à-vis de l'exportation des capitaux à des mesures coercitives, c'est-à-dire contrôle d'échange, contrôle des mouvements de capitaux, mais il y aurait en effet contradiction entre ces mesures et notre politique étrangère qui recherche une communauté d'action avec les grandes nations anglo-saxonnes. Donc, ce sera un des freins, un des blocages trop populaires pour changer de politique. La deuxième contradiction, elle est liée à ces luttes sociales qui continuent et à ces grèves importantes qui durent pendant les 2 années qui suivent le 1936. En effet, les grèves et les manifestations, on l'a vu, surtout la grande grève générale de juin, a poussé le gouvernement à aller beaucoup plus loin dans que ce que prévoyait son programme. Donc, ces réformes sont importantes, mais ces réformes, ça coûte cher. Ça coûte cher à l'État. Donc, ça aggrave la situation financière. Le gouvernement pourrait éventuellement adopter une politique de combat avec, par exemple, une réforme fiscale qui toucherait les plus hauts revenus et qui permettrait de financer ces réformes. Ce qui éviterait d'avoir recours, en partie, d'avoir recours aux emprunts qui lient le gouvernement finalement aux détenteurs de capitaux, qui le rendent sensibles à leurs exigences. Mais adopter une telle politique, ça nécessiterait évidemment d'avoir une grande fermeté vis-à-vis des spéculateurs et des exploitateurs des capitaux. Or, on a vu que, à cause de la situation internationale, c'était difficile, et chaque fois que le gouvernement il a essayé plusieurs fois, 2 fois, de présenter un programme dans lequel il y avait un contrôle d'échange, à chaque fois le Sénat s'y est opposé. Donc il n'a jamais pu mettre en place ce contrôle. L'autre solution, l'autre alternative, disons, ce serait d'obtenir l'appui des détenteurs de capitaux. Mais pour obtenir cet appui, il faut satisfaire les 2 exigences dont je parlais tout à l'heure. Revenir sur les 40 heures et rétablir l'ordre. Or, ça, politiquement, ça coûterait beaucoup trop cher à la SFIO, au PS. Il est évident que l'électorat du Parti socialiste ne suivrait pas si on revenait sur cet acquis fondamental des 40 heures, parce que c'était le PS qui revenait sur l'acquis fondamental des 40 heures, et si il utilisait, par exemple, l'armée pour établir l'ordre ou la police pour évacuer les usines. Donc, face à cela, face à cette contradiction, finalement, le Parti socialiste est bloqué, et ce sont les radicaux qui vont trancher le débat, vont décider finalement à sa place. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, une grande partie des classes moyennes s'était ralliée à cette idée d'un accord avec les partis ouvriers face à la menace fasciste. Mais là encore, le temps passant, petit à petit, ce sont les secteurs les plus à droite qui vont l'emporter et qui vont faire que ces classes moyennes se rallient de plus en plus à ceux qui prônent l'ordre et qui promettent le retour au calme, c'est-à-dire la droite.
c'est très bien exprimé dans le journal de province, qui est très, très important à l'époque, le DP de Toulouse, qui dit « L'agitation sociale s'étend à de nombreuses corporations et dans différents centres. On évoque à ce propos les heures troubles de juin 36. On se demande si nous allons à nouveau traverser cette atmosphère empoisonnée que nous avons connue il y a 18 mois. Cet esprit de 36 devrait être mort. » C'est-à-dire que, oui, pendant la grève, on acceptait finalement, cette grève a été relativement elle était pacifique, elle ne heurtait pas violemment les classes moyennes. Mais plus le temps passe, plus le souvenir de ces moments sont présentés comme ce risque révolutionnaire. Et face à ce risque révolutionnaire, les classes moyennes se tournent de plus en plus vers les propositions de la droite. Et ce sont donc les tendances les plus à droite du Parti radical qui vont dresser la tête et former des gouvernements de plus en plus à droite. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a plusieurs crises qui ne sont pas ici intéressantes. Retenons simplement, avec cette petite chronologie, on voit qu'en juin 1937, le gouvernement Blum doit démissionner et à la place, on a un gouvernement Chotan, qui est un radical, avec des ministres socialistes, donc c'est encore un gouvernement populaire, mais il est quand même dirigé par un radical. En janvier 1938, on a toujours un gouvernement Chotan, mais cette fois-ci, les socialistes sont exclus. Et puis, en avril 1938, Chotan laisse la place à Daladier et il met en place un gouvernement dans lequel il n'y a plus de socialistes, mais en plus, il y a des ministres de droite, dont un en particulier qui va permettre aux détenteurs de capitaux d'avoir confiance dans le gouvernement, c'est Paul Reynaud qui va appliquer un plan présenté. Alors d'abord il obtient les pleins pouvoirs de l'Assemblée. Alors ces pleins pouvoirs, le Parti socialiste s'abstient, le Parti communiste vote contre les pleins pouvoirs, parce qu'on sait quelles seront les principales mesures qui vont être adoptées. Ce plan revient sur des réformes emblématiques du Front populaire, la répartition du travail sur 6 jours, les 40 heures, donc on revient à 48 heures. On réduit les dépenses publiques et en particulier les programmes de grands travaux qui étaient prévus et qui sont révisés à la baisse. Il adopte un programme fiscal réactionnaire, c'est un programme qui touche essentiellement les classes populaires et qui ne touche pas les revenus les plus élevés. Et d'autre part, il annonce clairement qu'il rejettera tout contrôle d'échange, donc il essaie de rassurer les détenteurs de capitaux et pour leur permettre de faire revenir les capitaux. Ils savent qu'au moment où ils pourront le faire ressortir quand ce sera leur intérêt. Ce plan, évidemment, est critiqué violemment par les partis de gauche et par la presse de gauche, mais par contre, la presse mainstream, comme on dit aujourd'hui, qui est une grande partie de la presse, encense Paul Reynaud, et on peut lire des phrases assez choquantes quand même, comme par exemple dans l'époque, Raymond Cartier, ensuite travaillera à Paris Match, Raymond Cartier qui dit, c'est un éditorial, le plan Reynaud est une suprême tentative. C'est la dernière chance qui nous est offerte de sauver ce qu'on appelle d'un mot sommaire, mais qui exprime tant de choses, la bourgeoisie. Pour moi, les choses sont dites, c'est clair. On ne peut pas être plus clair de ce point de vue-là. Pourtant, alors, ce plan est adopté par décret du 12 novembre, pourtant les capitaux ne rentrent pas en France. Le lendemain, il n'y a aucun signe qui montre qu'il y a un changement d'attitude des détenteurs des capitaux. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'assurer d'abord
que la classe ouvrière ne va pas réagir, ou si elle réagit, que le gouvernement va être capable de rétablir l'ordre. Et effectivement, la classe ouvrière réagit immédiatement. Il y a de nombreuses grèves qui se déclenchent avec occupation. Elles sont immédiatement évacuées. La plus importante, celle qui marque le plus, c'est la grève de chez Renault. Le gouvernement envoie 3000 gardes mobiles, 1500 agents de police pour faire arrêter la grève et sortir les ouvriers de l'usine. Et les ouvriers sont l'usine est évacuée dans une séance humiliante pour les ouvriers, comme le témoigne par exemple un ouvrier de chez Renault dans un livre qui s'appelle Le communisme à l'usine, qui est un livre sur l'histoire du PC à Renault. À 22 heures, le bâtiment numéro 2 barricadé avec des camions et dégagé au gaz lacrymogène, donc jusque-là c'est pas grave. À 23h30, les 2500 derniers occupants doivent abandonner l'île Seguin. Les occupants, pour sortir, sont contraints de marcher au pas, 4 à 4, en faisant le salut fasciste et en criant « Vive la police !». Au passage, un commissaire abat sa barre de fer, un coup pour Blum, un coup pour Thorez, un coup pour Jouot. On peut comprendre que, enfin, la CGT va réagir, mais elle hésite encore à déclencher la grève générale. Pourtant, Reynaud a clairement annoncé au secrétaire adjoint de la CGT: il faut en finir avec une CGT dominée par les communistes. Ceux-ci veulent se battre, eh bien nous nous battrons, on leur rabattra leur caquet, l'occasion est trop belle, je ne la laisse pas passer. La CGT décide la grève pour le 30 novembre, mais cette grève est très mal organisée du point de vue des salariés et très bien organisée du point de vue du gouvernement et du patronat. La veille, il y a un déploiement de forces de sécurité énorme, c'est très impressionnant. On annonce aux salariés qu'il y aura des réquisitions, en particulier pour les cheminots, les transports urbains. Dès le 30 au matin, les gares sont occupées par la police et on arrête des conducteurs du métro, des chauffeurs d'autobus, nombreux. Et dès 9h du matin, les syndicats décident d'arrêter la grève dans les chemins de fer et dans le transport urbain. Il n'empêche que la grève va être quand même suivie par près de 2 millions de salariés. Donc ça ne veut pas dire pour ça que la classe ouvrière a complètement abandonné, mais évidemment, il y aura ensuite une répression qu'on a rarement connue. C'est une pratique qui était courante, le lockout, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là c'est 800 000 travailleurs qui sont lockoutés, souvent pour 2 semaines consécutives, donc ça veut dire 2 semaines sans salaire. Les salariés à l'époque, avec 2 semaines en moins de salaire, va peut-être tenir. 20 000 ouvriers sont définitivement licenciés. Il s'agit des responsables syndicaux, des meneurs. 800 d'entre eux sont condamnés à des peines de prison ferme. Et de fait, les syndicats sont décapités, les travailleurs sont démoralisés. On peut le voir par le fait que la CGT, qui avait connu une croissance considérable de ses effectifs, je propose tout à l'heure, on est passé à 4 millions d'adhérents, et elle a perdu 1,5 million d'adhérents en un an. Et là, enfin, effectivement, les capitaux rentrent. Le lendemain, les choses sont extrêmement claires, le 1er décembre, 1 milliard était rentré en novembre, 7,5 milliards rentrent en décembre. Et au cours des 4 premiers mois de 1939, plus de 10 milliards vont rentrer en France. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les promesses des fonds populaires n'ont été réalisées de façon durable, sauf les congés payés qui ont été maintenus.
Mais le reste, les espoirs du Front populaire n'ont été réalisés véritablement qu'à la Libération. Or, à la Libération, la situation économique n'était évidemment pas meilleure que celle de 1936. Mais le rapport de force, par contre, était très différent, puisque les partis ouvriers étaient nombreux, s'étaient engagés dans la résistance, alors qu'au contraire, les classes dominantes s'étaient déconsidérées totalement dans la collaboration. Blum avait dit en 1936 au Congrès socialiste, si nous ne réussissons pas, je serai le premier à venir vous dire c'était une chimère, c'était un rêve vain, il n'y a rien à faire de cette société telle qu'elle est, on ne peut rien attendre, les résistances de l'égoïsme et de la routine ou de l'intérêt sont insurmontables. Je serai le premier alors à venir vous dire pourquoi et comment nous avons échoué, quelles conséquences vous devrez alors tirer de notre échec. Bon, le problème, c'est que il n'a jamais expliqué pourquoi il y a eu cet échec. On a été un peu long, excusez-moi. Donc, si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire, oui. Je voudrais revenir un petit peu sur les accords Matignon et quelques précisions. Qui étaient là? Il y avait les ministres, j'imagine, et les représentants syndicaux. Et en ce qui concerne les représentants syndicaux, on parle de personnes d'autres syndicats que la CGT à ce moment-là. Je voudrais aussi vérifier que les congés payés, les 15 jours de congés payés, ne faisaient pas partie des programmes. Et si vous pouviez rappeler un petit peu ce qu'il y a eu de relation entre les programmes et ce qui est obtenu, je serais très content. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire que le Front populaire a été globalement positif pour les travailleurs? Alors, pour ce qui est des programmes, par exemple, il n'y avait pas les 40 heures, n'étaient pas prévues non plus dans le programme. Il y a simplement une réduction du temps de travail, on ne précise pas. Et pour les accords, les conventions collectives, tout ça c'était des revendications des syndicats, des revendications anciennes des syndicats. Mais ce n'était pas précisé dans le programme du Front populaire. Alors pour ce qui est de la participation, il faut dire aussi que le seul syndicat important, la seule confédération importante, c'était la CFTC, enfin en dehors de la CGT, c'était la CFTC, qui était quand même peu importante en 1936. Hein. Donc elle ne voulait pas. Et les négociations, elles s'est faites entre la CGT, la CGPF et le gouvernement. Pourquoi les sénateurs ne voulaient pas voter la loi alors, que les femmes puissent voter? Parce que les radicaux étaient, pas tous évidemment, pas tous les radicaux, mais la majorité des radicaux étaient hostiles au vote des femmes. Bon. Et au Sénat, il y avait une majorité de droite et radicaux. Bon. Et dans les radicaux, dans les sénateurs radicaux, les jeunes Turcs n'étaient pas représentés. Bon. Donc tout ça, ça fait que au Sénat, de toute façon, bon, on l'a vu avec ce que j'en disais tout à l'heure sur les colonies, les étrangers, etc. Rien ne passait. Hein. Je voudrais juste ajouter que l'hostilité des radicaux au vote des femmes, elle s'explique par leur défense de la laïcité, dont une conception républicaine se réclame des droits de l'homme de la Révolution de 1789. Et pour eux, laisser voter les femmes, les femmes, c'est bien connu, sont sous l'emprise des curés. Et donc, c'est pour se libérer de l'emprise des curés que les radicaux sont radicalement hostiles au vote des femmes. Et ce n'est pas inintéressant si on se réfère à la situation d'aujourd'hui.
Moi, je voulais juste rajouter l'anticléricalisme des radicaux pour expliquer leur opposition continue et constante au vote des femmes, parce que les femmes étaient sous emprise de l'Église en permanence, enfin, étaient supposées être plus... je l'ai lu plusieurs fois dans les... Bon, je voulais juste pour préciser ça. Oui, vous n'avez pas évoqué l'installation de camps pour les réfugiés espagnols, les raisons pour lesquelles c'est quand même un fait marquant quand même de la politique par rapport aux étrangers. Et quand même ça a été massif, 500 000 Espagnols ont été mis en camp. Oui, mais c'est essentiellement en 39, hein. Donc c'est plus Front populaire. On peut dire que jusqu'en novembre 38, on peut parler de Front populaire, bien que ce soit des gouvernements, le gouvernement de Daladier, c'est pas vraiment le gouvernement populaire, puisqu'il n'y a pas de socialiste, il n'y a pas de communiste. Bon. Mais il a quand même été, il y a eu le vote de l'Assemblée nationale, les communistes et les socialistes ont voté pour le gouvernement de Daladier. Donc il n'a pas été censuré au départ, il a été censuré au moment du plan Réunion. Le second point, c'est sur le départ des capitaux. Est-ce que vous avez idée de l'endroit où les capitaux partaient et, oui. Et qui ça concernait? Quels étaient oui, on le sait assez bien. 80% à peu près des capitaux partent en Angleterre et aux États-Unis. C'est New York et Londres. Ça c'est Wall Street et la City. Ça c'est clair. Et d'autre part, non, je disais donc quelle famille ça concernait, quel genre de... Alors après, c'est des banques en général qui exportent. Hein, bon. Mais alors, ça c'est tout le problème à la fois des emprunts et des mouvements de capitaux, c'est que la propagande, disons, c'est de dire ce sont des petits porteurs, c'est des classes moyennes, etc. Bon. En fait, on sait très bien que les grosses masses de capitaux, ce n'est pas les petits porteurs, et de toute façon, les petits porteurs, les gens des classes moyennes qui ont des actions, des bons de trésor, ben, ils n'y connaissent rien, surtout à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, parce qu'avec Internet, il y a plein de gens qui spéculent, tout ça, enfin bon. Mais surtout à cette époque, les gens ne connaissent rien, donc ils font confiance à la banque. Et qui décide dans la banque, ben, évidemment, ce sont les grandes entreprises. Et Vincent Auriol, il croyait vraiment, enfin, apparemment, c'est ce qu'il dit, il croyait vraiment qu'il allait obtenir l'appui des classes moyennes du point de vue financier. Quoi. Bon. Et là-dessus, bon, parce qu'il a été illusionné aussi par, j'en ai parlé un petit peu, par cet emprunt qui a été lancé en septembre. Non, même avant septembre. Non, l'emprunt de juillet, je crois. En juillet 36, il a lancé un emprunt de défense nationale qui a très bien marché. Alors, il disait, bon, bref, ça veut dire qu'on peut se passer des grosses fortunes, des grandes fortunes. C'est pas vrai, c'est pas s'en passer. Oui, alors, à juste titre, là, vous avez fait une comparaison 36 avec la situation actuelle. Mais à trois moments, j'ai pensé à une situation, à une comparaison avec 68. Et en particulier, quand vous avez parlé de la mobilisation à la base et des syndicats qui avaient été surpris. Et puis sur la fin, les classes moyennes qui, au début, qui à un certain moment avaient adhéré au mouvement, qui ensuite ont eu peur. Et puis, les accords Matignon, qui ont été reçus avec quelques réticences, avec la phrase de Thérèse, ça m'a fait penser aux accords de Grenelle. Et est-ce que, comme ça, vous voyez d'autres points, alors, dans un contexte totalement différent, est-ce que vous voyez d'autres points communs entre 68 et 36? Ah ben ça me semble énorme. Bon, il y a beaucoup de différences aussi, hein. Ah non, mais là encore. Mais c'est vrai que dans la façon dont se produisent les grèves, ce que Jean-François racontait tout à l'heure sur le fait que les gens se mettent en grève, ils n'ont même pas de cahier de revendication. Ils ne savent pas rédiger un cahier de revendication. On retrouve ça en mai 68. Hein. Ils vont au syndicat, ils disent qu'est-ce qu'on fait, etc.
sur les occupations d'usines qui se font de façon très spontanée, totalement en dehors des directions syndicales. Non, alors, la grande différence quand même, c'est que mai 68, du point de vue de la grève, c'est plus massif, beaucoup plus massif que juin 36. C'est 9 millions de personnes qui sont en grève en même temps. Et c'est le pays bloqué, enfin bon, ça, de ce point de vue-là, la grève de 68, elle est beaucoup plus importante que celle de 28. Après, la situation est très différente dans la mesure où il n'y a pas un gouvernement qui est favorable aux grévistes. Et ça, évidemment, ça change tout pour l'issue. Oui, les accords de Grenelle, ils sont pas... Enfin, c'est pas une révolution. Enfin, les accords Matignon, c'est une révolution, vraiment, une révolution pour le mode de vie des salariés, des ouvriers en particulier. Les accords de Grenelle, on sait bien, il y a eu quand même une avancée, c'était une avancée, mais c'est pas du tout le même niveau. Quand même la reconnaissance de la section syndicale. Ça, c'est important. Oui. Non, mais je ne dis pas que c'est négligeable. Hein. C'est pas négligeable du tout. Mais je voulais quand même apporter. Il n'y a pas l'équivalent des congés payés. Quoi. Je voulais apporter des éléments de comparaison avec 68. Et je vous remercie. Moi, je connaissais trop peu la situation du mouvement de 1936. Et l'écho que ça me fait avoir par rapport à 68, moi je suis né dans l'ouest de la France, et il y a eu, en 68, entre Nantes et Saint-Nazaire, un bastion, mais aussi en Normandie, qui avait démarré déjà en 1967. Sud Aviation, qui était une grande entreprise de construction d'avions à Nantes, avait déjà en 67 fait 7 semaines de grève. C'était un mouvement très marqué et très fort. Et qu'en 68, au bout d'un certain temps, les gens de Sud Aviation qui étaient en grève, il faut dire que tout le réseau de l'ouest de la France, ouvriers, paysans, c'est là qu'est née la Confédération paysanne par ce qu'on appelait à l'époque les paysans travailleurs, qui avaient animé beaucoup de révoltes paysannes dans les années 60. Guerre du lait, guerre des porcs, guerre du poulet, etc., etc. Et qui étaient très mobilisés sur les questions de société, de quelle agriculture ils voulaient, même s'ils ne le formulaient pas forcément comme ça à l'époque. Et ils ont fait en 68 le lien avec le mouvement étudiant, le mouvement ouvrier, jusqu'à organiser dans la ville de Nantes ce qui s'est appelé les comités de quartier, qui réunissaient tous ces acteurs de ce mouvement social, politique et culturel de 68 dans cette région. Et ils ont ce qui s'est appelé par la suite la commune libre de Nantes. Et en 68, il y a eu un moment, les ouvriers de Sud Aviation ont dit bon, c'est bien, on fait grève, mais c'est quoi qu'on veut comme société? Et ils ont initié l'embryon d'une démarche autogestionnaire, c'est-à-dire remettre en activité leur travail, mais sous leur direction. Et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre d'acteurs de la bourgeoisie, voyant cela commencer à se mettre en place, ont eu peur que le pouvoir leur échappe. Parce que dans ce contexte, ce type d'initiative pouvait faire tache d'huile et risquer de balayer une part importante du pouvoir de la bourgeoisie. Mais les accords de Grenelle ont été activés pour une part importante par la bourgeoisie, pour essayer d'arriver à verrouiller ce risque. Ils sentaient que ça allait leur échapper. Et ça a suscité beaucoup de réactivité dans le monde syndical, qui a, au niveau officiel de leurs responsables,
ont vraiment bataillé pour faire reprendre le travail en disant on a gagné avec les accords de Grenelle. Et il y a eu aussi ces tensions à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres... Juste une question, si Blum n'a pas réussi à expliquer l'échec, est-ce que vous pouvez le faire? C'est-à-dire que j'ai essayé, c'est un peu rapide, dans une partie d'aborder. C'est un aspect de l'échec, hein, c'est pas. Ça ne se résume pas à ça, je crois, l'échec du mais quand même, ce fameux mur d'argent qui se pose, je crois que c'est assez clair. Il est complètement pris en étau, en fait, je ne remets pas en cause la personne, mais c'est le choix politique qui fait du choix réformiste, c'est quoi, finalement. Il est pris en étau entre la classe ouvrière d'un côté et les situations des capitaux d'un autre côté. Et je crois qu'il ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. Il faudrait adopter, alors en plus la situation de l'époque n'est vraiment pas favorable pour se lancer dans l'action révolutionnaire, etc. Ça aurait été quelque chose de très, une décision très difficile à prendre, j'imagine. Enfin, de toute façon, on ne fait pas l'histoire, hein, c'est pas... Non, mais le manque d'unité à gauche ne joue absolument pas. Si, c'est fondamental. Le mur d'argent, il a son dos, quand même. Après, il y a toute la question qui est à gauche, etc. C'est la question aujourd'hui. Merci en tout cas. Bonsoir.